Christina n'aurait jamais abandonné sa famille. Elle savait qu'on l'aimait. La personne qui a fait ça savait très bien ce qu'elle faisait et ne voulait pas qu'on la retrouve. Tout au long de cette enquête, j'avais l'impression de chasser un fantôme. La personne responsable de ça faisait preuve de ruse. Il fallait que nous aussi on soit rusés. Dès le moment où on a aperçu ce renfoncement, on s'est dit que ce serait un endroit parfait pour se débarrasser d'un corps. Le 12 janvier 1995, à environ 12h55, le département de police de Cleveland a reçu un signalement de personnes disparues de la part de José Rivera. José a signalé la disparition de sa petite amie, Christina Atkins. Elle avait 18 ans et était enceinte de 5 mois. Elle s'était installée avec José. Lui était âgé de 20 ans à ce moment-là. José nous a expliqué qu'il avait travaillé pendant la journée et qu'à son retour à la maison ce soir-là, Christina avait disparu. Il ne s'était rien passé d'anormal à la maison. Elle s'était volatilisée et ce n'était encore jamais arrivé jusqu'ici. Christina était une personne douce. Elle ressemblait presque à un ange. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, elle avait le sourire jusqu'aux oreilles. Ça la rendait très heureuse et elle avait hâte d'accoucher. Je ne l'avais pas vue depuis 3 jours. Je ne savais pas ce qui se passait. Je n'avais aucune information. J'étais très soucieuse, très inquiète pour elle. Dans chaque affaire de disparition, tout se joue sur le facteur choc et la capacité d'intéresser. Il faut que la disparition soit un scénario catastrophe et potentiellement horrible. Mais quand une jeune femme comme Christina Atkins disparaît, une femme qui est enceinte de 5 mois, ça fait tout de suite sonner le signal d'alarme de la police. José et Christina habitaient à peu près à 2 pâtés de maison du domicile de la famille de Christina. Donc l'une de nos premières réactions a été d'aller voir sa famille pour leur demander s'ils savaient où elle aurait pu aller. La police a découvert que le jour de la disparition de Christina, sa famille était en pleine préparation pour une de ces heureuses grandes étapes qu'on attend dans une grossesse. Ils s'apprêtaient à se rendre à l'hôpital afin de découvrir le sexe du bébé. Mais la famille de Christina nous a confié qu'elle et José se disputaient régulièrement à ce moment-là et qu'elle pensait rompre avec lui. On a appris que leur relation était assez mouvementée. Il contrôlait tous ses faits et gestes. De ce que nous avons compris, elle a dû arrêter l'école parce qu'il voulait savoir où elle se trouvait à chaque instant. Il n'appréciait pas qu'elle traîne avec ses amis quand il n'était pas là. Elle a perdu plusieurs emplois à cause de l'envie de tout contrôler de José. Elle a travaillé dans la restauration rapide et il arrivait parfois à José de s'asseoir à l'accueil pendant qu'elle travaillait au restaurant. Bien évidemment, aucun responsable ne va tolérer la présence d'un homme assis à l'accueil à regarder sa copine travailler. Elle a été virée de plusieurs emplois pour cette raison. Quand on lui a demandé où il se trouvait le soir de sa disparition, il nous a dit qu'il était au travail. Nous avons interrogé son patron qui a pu nous confirmer qu'en effet, il se trouvait sur son lieu de travail au moment où elle a disparu. Mais il y a eu un intervalle de temps entre le moment où il a quitté le travail et le moment où il a signalé sa disparition. Cet intervalle est assez large pour qu'on puisse se dire que quelque chose s'est passé entre ces 2 moments. On s'est aussi demandé si elle n'avait pas quitté la ville.
Dès le début, durant les échanges que les enquêteurs ont avec José, il déclare que Cristina s'est enfuie et qu'elle a quitté la ville, mais qu'il ne sait pas où elle est exactement. Je sais que très vite la Floride a été mentionnée comme destination où Cristina aurait pu s'enfuir. À un moment, José a dit aux parents de Cristina qu'elle l'avait appelée depuis la Floride et lui avait dit qu'elle se portait bien. Mais il n'y a pas eu plus d'informations communiquées à sa famille à ce sujet. Pendant ces premiers jours, ces premières semaines qui suivent la disparition de Cristina, José défend que celle-ci s'en est allée de son propre chef. Les parents de Cristina nous ont également partagé que le jour de sa disparition, elle s'était plus ou moins disputée avec José. Je sais bien que leur relation n'était pas parfaite, mais elle aimait José. Je le sais parce qu'elle me l'a dit elle-même. Elle était amoureuse de lui. Mais je lui ai quand même dit ce que je pensais. Que la seule chose dont j'étais certaine, c'est qu'un homme ne devrait jamais maltraiter une femme. Et que si elle se sentait un jour maltraitée de n'importe quelle façon par José, elle devait m'en parler. Sans rester dans son coin. Les informations que nous avons apprises sur leur relation nous ont permis d'arriver à une conclusion. Cette histoire était bien plus compliquée. L'attitude générale de José nous poussait à croire que c'était une personne capable d'avoir un comportement violent envers Cristina. Il nous restait encore à savoir s'il avait bien fait quelque chose à Cristina et où il l'avait mise. Les enquêteurs ont fini par découvrir que le soir de sa disparition, Cristina avait apparemment rendez-vous avec une amie. Elle devait se retrouver près de son domicile. Nous devions alors déterminer si Cristina avait finalement passé la nuit chez son amie. On envisageait la possibilité qu'elle voulait faire profil bas quelques jours. On a parlé à son amie. Elle nous a confirmé que Cristina s'était rendue chez elle ce soir-là. Elles ont joué aux cartes ensemble. Elles ont parlé, ont regardé la télé. Cristina avait initialement prévu de passer la nuit au domicile de son amie. Mais elle savait que José s'attendait à ce qu'elle soit à la maison. Aux alentours d'une heure et demie du matin, elle a décidé de marcher le long des quelques maisons qui la séparaient de son domicile. Là où elle habitait avec son petit copain, José. Avant que Cristina ne s'en aille, son ami a remarqué qu'une voiture s'était garée. Cristina parlait avec le conducteur. Son amie n'y a pas prêté plus attention. Elle n'a pas non plus vu Cristina s'éloigner de cette voiture pour rentrer. Personne ne savait vraiment si elle était montée dans cette voiture. Et si elle était montée, où était-elle allée? Initialement, l'enquête a pris deux routes différentes. Premièrement, au moment de son signalement, José n'avait pas été complètement honnête concernant leur dispute, ce qui le rendait légèrement suspect à nos yeux. Puis d'un autre côté, on avait cette voiture mystère sur laquelle personne ne savait rien. Il fallait qu'on parle à José. José a dit plusieurs fois aux enquêteurs qu'il n'aurait jamais fait de mal à Cristina. Cristina était quand même la mère de son futur enfant. Il l'aimait. Vu son manque d'honnêteté vis-à-vis de leur dispute, il était considéré comme un suspect principal, même sans aucune preuve formelle. En avançant plus loin dans l'enquête, on n'avait pas plus de réponses sur le véhicule suspect. On s'est mis à se concentrer sur la recherche de ce véhicule. On a fait du porte-à-porte dans le quartier pour voir si quelqu'un se souvenait de quelque chose sur cette voiture ou savait quoi que ce soit sur ce qui était arrivé à Cristina.
On a interrogé un voisin de José qui s'appelait Elias Rivera. Et à ce moment-là, il nous a dit qu'il avait aperçu Cristina. Il nous a dit qu'elle était en pleurs, qu'elle avait l'air contrariée et qu'elle disait ne pas vouloir rentrer chez elle. Mais il n'avait aucun souvenir de cette fameuse voiture suspecte auprès de laquelle Cristina s'était arrêtée. Il ne savait rien à ce sujet. C'était très frustrant. On avait peur de ne pas y arriver. C'est cette peur qui m'empêche de dormir. Dans une ville comme Cleveland, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une voiture passe inaperçue ou soit difficile à retrouver. Comment retrouver une voiture dans une ville comme Cleveland? C'était comme si Cristina s'était volatilisée. J'avais l'impression d'être dans un film dans lequel il manquait des scènes. Il y avait beaucoup d'interrogations. C'est comme ça que je voyais cette affaire. Il nous manquait beaucoup d'éléments. Mais il ne s'agissait pas d'un film. Cristina était enceinte de 5 mois à ce moment-là. On travaillait dur pour la retrouver. Mais c'était en vain. C'était comme chercher un fantôme. On travaillait sans relâche pour résoudre le mystère de sa disparition. Mais il nous semblait que quelqu'un avait eu recours à de grands moyens pour s'assurer qu'on ne retrouve jamais Cristina. Cette personne semblait se réjouir de la façon dont elle embrouillait la police. Cristina paraissait si innocente. C'est le genre de choses qui nous hantent en tant que policiers. C'est comme une sorte de jeu malsain. Et on ignorait encore beaucoup de choses à ce moment-là. Mais on savait qu'il faudrait entrer dans la tête d'un tueur. La nuit de la disparition de cette jeune fille de 18 ans, les enquêteurs n'avaient pas énormément d'indices. Christina Atkins s'est tout simplement volatilisée. La famille de Cristina nous a dit que son petit copain José avait mis toutes ses affaires sur le trottoir. Il voulait s'en débarrasser. C'était de plus en plus difficile de ne pas le suspecter. Vous imaginez? Il a juste jeté ses affaires sans aucune considération. Il avait vraiment une attitude très étrange qui le faisait paraître coupable. Surtout de la part du petit copain de la victime et du père de l'enfant qu'elle portait. Mais à première vue, ce n'est pas la preuve d'un crime. Ce n'est en rien une preuve de la culpabilité de son petit ami. Maintenant, on en vient à se poser d'autres questions. Essayait-il de l'effacer de sa vie? Nous a-t-il menti sur la nature de la relation qu'il avait vraiment avec elle? Était-il vraiment son grand amour? José a-t-il joué un rôle dans sa disparition? Nous n'en savions rien. J'ai été très triste quand j'ai appris. Sa famille était complètement dévastée. Personne ne savait où elle se trouvait. Alors on a commencé à faire des affiches. On était à sa recherche. Et un jour, un phénomène plus qu'étrange s'est produit alors que la famille de Cristina prenait le temps d'accrocher ses affiches. Elle disparaissait aussitôt. Quelqu'un allait décrocher tout de suite. Aussitôt affiché, aussitôt décroché. La famille traversait une rue entière et accrochait des affiches sur tous les lampadaires, toutes les fenêtres et les murs. Le lendemain, ils revenaient sur cette même rue et toutes les affiches avaient disparu. C'est à se demander si quelqu'un au sein de cette ville voulait que Cristina ne soit pas retrouvée.
Il semblait vouloir s'assurer que la disparition de Christina ne soit pas diffusée, en allant jusqu'à arracher les avis de recherche. Ça a rendu notre travail encore plus difficile. On est passé des années 90 aux années 2000, puis aux années 2010. Et en 2013, Christina avait été portée disparue la plus grande majorité de sa vie. Une fois que tant de temps s'est écoulé, on ne peut que conclure que Christina est décédée et que la personne responsable de son enlèvement et de son meurtre a redoublé d'efforts afin de dissimuler son corps. Elle ne voulait pas laisser la famille faire son deuil. Durant toute la période où Christina était portée disparue, sa famille n'a jamais cessé de croire qu'il la reverrait ou que l'affaire serait résolue. Qui est-ce qu'on veut? Christina! On la veut quand? Maintenant! Famille et amis ont manifesté côte à côte du long de la rue Clark jusqu'au croisement de la 25e rue et l'avenue Kinkle, dernier endroit où Christina Atkins a été vue. Bien sûr, on avait toujours espéré ramener Christina auprès de sa famille, en vie et en bonne santé. On a toujours voulu résoudre ce mystère. Mais c'est une tâche très compliquée à réaliser pour un enquêteur, surtout après des années et des années sans retrouver la personne disparue. C'est très facile de commencer à penser qu'on ne la retrouvera jamais. Après tant d'années, on ne peut pas s'empêcher de penser au pire. On s'accrochait tous à l'espoir que Christina allait finalement être retrouvée. Mais ce n'était pas facile. Le 6 mai 2013 est une date très importante dans l'histoire récente de la ville de Cleveland et également, bien évidemment, dans l'histoire de Christina Atkins. C'est une journée qui m'a changé à jamais. Il y a eu un incident et des voisins ont entendu un cri provenant d'une maison sur l'avenue Seymour, à Cleveland. Un des voisins a constaté qu'une fille tentait de sortir d'une maison en frappant et en donnant des coups dans la porte. Les voisins l'ont aidée à ouvrir la porte et elle a couru de l'autre côté de la rue pour s'éloigner de la maison avant de demander un téléphone à quelqu'un pour rappeler la police. Aidez-moi! Il vous faut la police, les pompiers, une ambulance? Il me faut la police. D'accord, que se passe-t-il? Je m'appelle Amanda Berry. J'ai été kidnappée et je suis portée disparue depuis 10 ans. Je suis là, je suis libre maintenant. À ce moment-là, le FBI était impliqué dans une enquête pour la disparition de 2 personnes. Amanda Berry et une autre adolescente de Cleveland portée disparue, Gina DeJesus. Quand je me suis rendu sur les lieux ce jour-là, l'ambulance était toujours sur place. J'ai tout de suite reconnu les 2 adolescentes disparues, Amanda et Gina. Mais il y avait une autre femme, une adulte avec elle. Une photo circule dans la presse. Il s'agit d'une photo d'Amanda et d'une jeune fille. Elle était dans la maison avec elle, mais nous n'avons pas encore son identité. Parallèlement au cirque médiatique qui s'était créé, un signal d'alarme s'était déclenché. Et parmi toutes les interrogations de la police et de la famille, ils se demandaient s'il était possible que cette 3e femme soit Christina Atkins. Trois femmes portées disparues, enlevées quand elles étaient enfants, ont été retrouvées vivantes 10 ans plus tard. Les victimes retrouvées dans cette maison étaient Gina DeJesus et Amanda Berry. Le nom de la 3e femme à l'intérieur de la maison n'a pas été directement diffusé dans la presse. Après toutes ces années à attendre, à espérer et à prier, on avait enfin une perspective d'avancer dans cette affaire. Enfin une chance d'avoir de nouvelles informations. La famille de Christina s'est mise en route et a foncé vers l'hôpital. Ils espéraient avoir des nouvelles, ou avec un peu de chance, y retrouver Christina. Ils attendaient une réponse à leurs questions.
Qui était la femme à l'hôpital? Cette troisième femme était-elle Christina Atkins? La nuit tombée, on a découvert que la troisième femme était en fait Michelle Knight. Elle était portée disparue depuis 10 ans. Et bien que la famille de Christina était extrêmement reconnaissante que cette jeune fille ait été retrouvée saine et sauve, ils étaient tout de même dévastés de savoir que cette seule petite chance de revoir Christina leur avait été retirée. Ce n'était pas Christina. Même si on savait que la troisième femme n'était pas Christina Atkins, on pensait tout de même que sa disparition était liée à cette affaire. Les enquêteurs ont découvert qu'un homme, appelé Ariel Castro, était responsable de l'enlèvement de ces 3 femmes et qu'il les retenait à son domicile depuis des années. Quand les filles ont été enlevées, des témoins ont dit qu'elles parlaient avec une personne en voiture. En retournant quelques années en arrière, Christina a été vue pour la dernière fois parlant avec quelqu'un en voiture. C'est le même mode opératoire. Tout ça se passe dans le même quartier de la ville, le même quartier que celui de Christina. Tous les points importants sont relativement proches les uns des autres. La maison d'Ariel Castro, la disparition de Christina Atkins, tout ça se trouve à proximité. De plus, les dates correspondaient. Castro aurait-il pu lui faire du mal en 95 avant de remettre les compteurs à zéro et de reprendre ce même schéma au début des années 2000? Ariel Castro était un homme avec lequel nous avions tous un peu grandi. On habitait tous dans la zone très réduite dans laquelle la famille Castro habitait. Il était connu parce qu'il faisait peur. Il avait une apparence effrayante. Il avait une façon de nous regarder, ça se voyait dans ses yeux. On pouvait voir son côté terrifiant. Quelque chose n'allait pas chez lui. J'ai dû passer plusieurs nuits au bureau après le 6 mai. On passait nos nuits et nos week-ends au travail, à analyser chaque pièce à conviction trouvée. On avait formulé une douzaine de théories différentes qui auraient connecté Ariel Castro à la disparition de Christina Atkins. On a fouillé sa maison à 19, voire même 20 reprises. Il ne restait plus rien à découvrir à l'intérieur, ni sur le reste du terrain. On a regardé dans chaque recoin. On a fouillé cette maison avec plusieurs équipes d'experts juridiques. En plus de l'ADN, des armes à feu et des analyses d'empreintes, on nous a rapporté que le bureau des enquêtes criminelles cherche à déterminer s'il existe d'autres victimes. Mais il n'y avait aucune preuve dans cette maison. Rien qui prouvait que Christina y avait déjà été. Mais plus tard, on a appris autre chose. Le petit copain de Christina, José, connaissait Ariel Castro. Et là, on ne peut pas s'empêcher de se demander s'il est possible que José Rivera et Ariel Castro soient tous les deux responsables de ce qui est arrivé à Christina Atkins. On s'est dit que José était un des seuls suspects de cette affaire pendant 18 ans et il vivait encore dans la même maison. Il occupait cette maison avec sa mère. On a donc récupéré José chez lui une fois de plus. Et on l'a emmené pour un énième interrogatoire sur la disparition de Christina. On lui a posé beaucoup de questions, notamment sur sa relation avec Ariel Castro.
Il n'était pas du tout à l'aise. Il transpirait. Il y avait beaucoup de signes qui nous montraient qu'il était peut-être coupable de ce crime. Il niait toutes les accusations d'une quelconque implication dans la disparition de Christina. On sentait que José n'était pas complètement sincère avec nous. On a donc demandé un mandat de perquisition pour sa maison. On a amené des chiens renifleurs. On pensait que la disparition de Christina avait été bien orchestrée. Et on était tous certains qu'il l'avait enterrée dans son jardin. Ce qui expliquerait pourquoi son corps n'a pas été retrouvé. Existe-t-il un meilleur endroit qu'un jardin pour dissimuler un corps? C'est vrai que personne ne peut vous voir sortir un corps de la maison pour le transporter ailleurs. C'était un travail de longue haleine. On a déterré tout le jardin, on a cherché dans chaque recoin, mais on n'a rien trouvé. C'était plus que frustrant. En l'absence de corps, on n'avait même pas de crime. À ce stade, il n'y avait aucun moyen pour nous de pouvoir associer le petit copain José Rivera à la disparition de Christina Atkins. Je passais mon temps à leur répéter que j'étais innocent, que j'étais pas un tueur. C'était ma copine, elle était tout pour moi. J'aimerais qu'elle soit encore parmi nous. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Sachant bien sûr qu'il n'y avait aucune preuve qui incriminerait le petit copain de Christina, les enquêteurs commencent à se demander si les forces de l'ordre cherchaient bien dans la bonne direction. Ariel Castro était resté dans le viseur des enquêteurs. Était-il impliqué d'une façon ou d'une autre dans la disparition de Christina Atkins? La personne coupable est inhumaine. C'est un génie du crime. Mais dans une telle affaire, beaucoup de questions restent sans réponse. À ce stade de l'enquête, toute notre attention était toujours sur Ariel Castro. On s'est alors penché sur cette disparition avec une perspective totalement différente. Pour une fois, on s'est posé la question, qu'est-ce qui nous échappe? Très vite, les forces de l'ordre se mettent à interroger les voisins. Ils cherchent à comprendre quel genre de personne était Ariel Castro. Un de ses voisins était un homme appelé Elias Acevedo. Après avoir parlé avec cet homme, les forces de l'ordre l'ont décrit comme une personne essentiellement nerveuse, voire même agitée. Il paraissait très anxieux. Ce détail a retenu l'attention des enquêteurs. C'est là qu'on commence à creuser un peu, à chercher à savoir qui il est. Donc, on commence à s'intéresser à son passé, et ce qu'on a trouvé nous a choqués. On a retrouvé un dossier datant de 2004 qui l'impliquait dans l'enlèvement et l'agression sexuelle d'une jeune fille de 14 ans. Cette agression s'était passée à son domicile. On a découvert qu'il avait pu négocier ses chefs d'accusation et qu'il avait fini par ne faire qu'une peine réduite dans cette affaire. Elias Acevedo vivait à quelques rues de Christina Atkins. C'était un délinquant sexuel, donc tout de suite, ça a fait sonner notre signal d'alarme. J'avais le sentiment que ça ne s'arrêtait pas là. Mon instinct me disait que les deux étaient liés. On analyse à nouveau le dossier de Christina, et l'une des choses que l'on remarque immédiatement est que les enquêteurs initialement en charge de l'enquête ont interrogé un voisin appelé Elias Rivera. À l'époque, ce voisin avait déclaré à la police qu'il avait vu Christina la nuit de sa disparition. Il a dit l'avoir vue alors qu'elle pleurait, mais qu'il ne savait pas ce qui lui était arrivé après ça. Au moment de ce témoignage, il n'y avait pas de raison de l'associer à la disparition de Christina.
Mais en comparant les photos des années plus tard, on a découvert qu'il s'agissait en fait d'Elias Acevedo. Il a délibérément donné une fausse identité à la police en 1995. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Ce sont tous ces indices qui nous poussent à affirmer qu'enfin, on tient la bonne personne. On devait enquêter sur un tout nouveau suspect. On a interrogé plusieurs membres de sa famille et ils nous ont révélé qu'Elias Acevedo commettait d'horribles actes dans sa propre maison. Ses propres enfants étaient des proies. Il tourmentait, torturait et agressait sexuellement sa propre famille quotidiennement. Et ce n'est pas tout. À cette époque, il jouissait d'un pouvoir sans limite et exerçait un contrôle très important sur sa femme et sur chacun de ses enfants. Ce qu'il a fait, c'est assez pour vous retourner le cerveau. La famille d'Elias a été très courageuse de tout dévoiler. Ils ont été victimes de cet homme, il les a battus violemment. Ils vivaient avec une peur constante. C'était un homme très agressif. Quand on a enfin l'élément qui nous manquait dans une enquête, ça fait du bien. Et après 18 années, enfin, ça nous faisait du bien. On avait un pressentiment. Je pense que c'était instinctif, mais en tout cas, on savait qu'on était proche de la fin, qu'on allait enfin savoir ce qui s'était passé avec Christina. On pensait tous que la clé pour résoudre cette affaire était la coopération de la famille d'Elias, vu comme ils avaient souffert. Et puis, plus le temps passait, plus la femme d'Elias était ouverte à l'idée de partager ce qu'elle savait. Beaucoup des victimes que l'on interroge ou avec qui on discute ne vont pas forcément avoir un souvenir linéaire des traumatismes qu'elles ont subis. Ce phénomène n'a rien d'anormal. Au contraire, ça arrive très souvent. C'est une chose que l'on comprend de plus en plus en progressant dans ce milieu. Le niveau de clarté qu'elle avait par rapport à tout ce qui lui était arrivé était inhabituel. La plupart du temps, les victimes à qui nous parlons n'ont que quelques morceaux par-ci, par-là de ce qu'elles ont traversé, ou elles sont seulement en mesure de fournir quelques fragments de leur histoire qui sont souvent désordonnés. Son récit était limpide. Elle s'est assise avec nous et nous a parlé pendant 2 heures. Elle nous a dit avoir un souvenir très clair de cette journée du 10 janvier 1995. Quand Christina Atkins a disparu, elle se souvient que celle-ci est venue dans sa maison. Puis Elias s'est rendu dans un bar. Elle nous a dit qu'il n'était pas rentré avant le lendemain matin. Il est allé dans la salle de bain et a fumé une cigarette. Et elle s'est préparée à l'agression qu'elle savait qu'elle allait subir. Mais il ne s'est rien passé. Et ça l'a marqué. Après avoir parlé à la femme d'Elias et avoir revu le déroulement des événements, on pense que c'est à ce moment qu'il a tué Christina. Une de nos théories initiales était qu'il devait avoir commis ce crime à l'intérieur de la maison. Dehors, la nuit était froide. Donc on voulait perquisitionner. On a remarqué la présence d'une petite porte permettant d'aller ou de venir depuis l'extérieur vers la maison. Il était donc possible d'entrer ou de sortir sans passer par la porte d'entrée. Sa femme n'aurait rien pu entendre. Il y avait un endroit dans le sous-sol de la maison qui donnait sur un renfoncement et permettait d'accéder à une zone sous le porche qui était pleine de terre. Je décrirais la maison d'Elias comme une maison hantée pour laquelle l'entrée est gratuite. Dès le moment où on a aperçu ce renfoncement, on s'est dit que ce serait un endroit parfait pour se débarrasser d'un corps. On a retourné toute la maison.
mais on n'y a rien trouvé. Ça n'a absolument rien changé à notre conviction que nous étions finalement sur la bonne voie. Ne pas avoir trouvé de corps ne voulait pas dire que ce n'était pas lui. Toutes les preuves nous menaient à Elias. Il avait dû réfléchir à tous les endroits possibles où se débarrasser d'elle avant de choisir le lieu parfait. Il nous fallait juste un peu plus de temps, et il fallait que nous aussi en soient rusés. Le travail de n'importe quel enquêteur est d'aller jusqu'au bout de l'enquête. Et très tôt dans cette enquête, on a décidé qu'on avancerait un petit peu chaque jour, même si c'était à petits pas. On savait qu'il nous suffisait de persévérer pour pouvoir résoudre l'affaire. Et à ce moment-là, on a pris une décision. Il fallait qu'on s'active. On est allé directement parler à Elias. Elias Acevedo violait sa famille quotidiennement. Il intimidait tout le monde. Menaçait de tuer les autres membres de la famille s'ils le dénonçaient. On savait que ce serait dur de le faire parler. On l'a emmené au quartier général du FBI à Cleveland et on a passé un long moment avec lui. Comment allez-vous? De ce que je vois, ça se passe très mal pour moi et très bien pour eux. Au début, Elias ne voulait pas parler avec nous. On le mettait pas à l'aise. Il niait en bloc dès qu'on l'accusait d'être impliqué de quelque façon que ce soit dans la disparition de Christina. Quand on a présenté à Elias l'opportunité de passer au détecteur de mensonges, il a tout de suite accepté. Il n'y a qu'une raison pour qu'une personne dans sa situation accepte ça. Il pensait pouvoir nous battre. Très bien. Pour les questions psychologiques, ça va. Celles qui vous posent problème sont « Pouvez-vous nous emmener à Christina ?» Vous avez échoué sur celle-là. Et avez-vous causé la disparition de Christina? Vous avez échoué sur celle-ci aussi. Donc vous savez quelque chose? Oui, c'est parce que je repensais à ce jour. Vous savez, le jour où je l'ai vu. Donc oui, c'est évident. Je pense que le moment où il a été confronté à ses échecs sur ces 2 points, c'est là que la réalité a pris le dessus pour lui et qu'il s'est rendu compte qu'il n'allait pas s'en sortir cette fois-ci. On a dit à Elias Acevedo qu'on allait lui donner une offre limitée dans le temps pour qu'il admette avoir tué Christina. S'il avouait, on ne demanderait pas la peine de mort. On appelle ça l'offre coucher de soleil. L'accord devient nul au coucher de soleil. Mais Elias hésitait à accepter ce marché. Il n'était pas encore sûr à 100% qu'il allait avouer et nous dire ce qu'on voulait entendre. Il a fini par parler. Il a avoué le meurtre de Christina Atkins. Je l'ai étouffé. Ok? Ok. J'étais ivre. Ok. J'avais peur. Ok. J'ai pas fait exprès. Ok. Et j'ai bien eu des rapports avec elle, mais en fait je l'ai poussée et elle s'est cognée contre le truc qui est sur... le truc sur le mur, et elle s'est évanouie. Où avez-vous laissé son corps? Vous avez creusé un trou pour l'enterrer ou vous l'avez caché? Je l'ai caché. Vous l'avez juste caché? Juste à côté de l'autoroute? Oui. Vous l'avez mise en dessous de quelque chose? Oui, il y avait une bouche d'égout juste à côté. Chaque affaire ne finit pas en aveu, mais quand ça arrive, c'est spécial. Mais il nous fallait aussi des preuves. On devait ramener le corps de Christina Atkins à sa famille. Donc on a demandé à Elias de nous y emmener. Et il a accepté. Très bien. Montrez-moi sur la carte où on doit aller. C'est à peu près par là. Juste ici? Oui, c'est juste ici. Avec le pont qui fait comme ça en profondeur.
Ok. Donc on lui a attaché les mains et les pieds et on l'a fait monter dans la voiture. Il nous a guidés à chaque virage, jusqu'à ce qu'il nous dise de nous garer. Il nous a dit que derrière le mur Jersey, en descendant la colline, on trouverait une bouche d'égout. C'est là qu'il l'avait laissée. On a descendu cette colline et on a vu la bouche d'égout. On a soulevé son couvercle et on a jeté un œil à l'intérieur. Et là, ce que j'ai vu m'a choqué. Ses restes étaient là, au fond de ce trou. 18 années étaient passées et ils n'avaient pas bougé. Je les voyais en me tenant en haut du trou et en regardant en bas. C'était pas croyable. Quand on a sorti le corps de Christina du fond de ce trou, on a retrouvé une carte d'identité à son nom à l'intérieur. Quand ils ont dit qu'ils avaient trouvé le corps de Christina, je me souviens que ma mère et moi avons immédiatement fondu en larmes. On était tous à fleur de peau. Personne ne s'attendait à ce qu'il lui arrive une chose pareille, surtout en prenant en compte la façon dont elle a disparu. Pour la jeter dans une bouche d'égout avec son bébé. Quel genre de monstre peut faire ça? C'est un monstre. Un diable même. C'était un jeu du chat et de la souris, où la souris faisait tourner la police en rond. Elias Acevedo se croyait malin. Il a caché le corps de Christina dans un endroit public. Un endroit qui, on peut dire, était quasiment à la vue de tous. Plus encore, il s'était servi des nouvelles constructions et de l'infrastructure de l'autoroute pour cacher le corps de Christina. C'est quand même un acte particulièrement atroce à commettre. Après ça, 18 années ont passé. 18 ans avant qu'elle soit retrouvée. Quand j'y pense, je trouve ça stupéfiant. Les chances qu'on avait de résoudre cette affaire étaient aussi minces que les chances pour un jeune de remporter un tournoi de foot. Il dit à son entraîneur qu'il va marquer le but de la victoire et il lui donnera peut-être une tape dans le dos. Mais avant le match, il doit bien connaître son terrain, puis il faudra qu'il tape dans la balle et vise droit jusqu'au but. Et c'est exactement ce qu'a fait l'agent Burke. Il a appris à connaître le terrain, il a visé droit au but. C'était une sacrée journée. On a pu prouver devant la justice que la seule et unique personne responsable du meurtre de Christina Hopkins était Elias Acevedo, lui et personne d'autre. Enfin, le 30 décembre 2013, Elias Acevedo est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour plus de 100 chefs d'accusation différents. Il a également reçu 445 années de prison supplémentaires. Il m'a pris tout ce que j'avais, ma vie, mon amour, ma fiancée, ma femme et mon enfant. Mais vous savez quoi? Il y a un Dieu là-haut. Et elle est entre ses mains. On espère qu'Elias pensera à ce qu'il a fait pour le reste de sa vie. J'espère que ça le tourmentera. Chaque jour, à chaque moment, à chaque seconde. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il a fait à Christina et à son bébé, mais il y a aussi tout le chagrin qu'il a causé. Ouais, j'espère que ça le tourmente. J'espère qu'il n'arrive pas à vivre en paix.